Nous avons aujourd'hui 3 invités que nous recevons sur notre plateau. Tout d'abord, Didier Michel, vous êtes inspecteur honoraire, ex-assesseur en charge de l'enseignement professionnel et engagé depuis plus de 20 ans dans la diffusion du système éducatif des apports de la recherche en matière de compétences. Tout à fait. Bonjour Didier. Nous recevons également Philippe Radigois, qui est inspecteur technique en sciences et techniques industrielles. Et vous êtes engagé sur de nombreux projets en lien avec le numérique et les acquis d'apprentissage. Bonjour Philippe. Et enfin, nous recevons Dominique Vassal, qui est inspectrice territoriale en économie-gestion. Et vous êtes engagé sur des projets en lien avec l'évaluation et aussi impliqué dans l'expérimentation du référentiel européen EAFA des compétences transversales. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Dominique. Alors, bonjour à tous et déjà merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour introduire notre échange, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que l'on peut dire sur l'entretien formatif. Alors, Didier, voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire déjà pour commencer cette émission, pour pouvoir mettre nos auditeurs dans de bonnes conditions pour comprendre la suite? Quel vaste sujet, et quel beau sujet que l'entretien formatif. Parce que j'imagine que pour nos auditeurs, c'est quelque chose qui peut paraître si proche, mais peut-être aussi si loin. Et peut-être que dans ce que l'on fait tous les jours déjà comme entretien formatif, on pourrait peut-être l'améliorer. Et je pense que le rendez-vous qu'on a aujourd'hui va peut-être permettre de le faire. L'autre point qui me semble important, c'est que nos auditeurs, comme beaucoup d'autres, sont engagés dans l'enseignement professionnel. Et qu'est-ce qui caractérise l'enseignement professionnel? C'est que chaque acteur de l'enseignement professionnel va assister à quelque chose d'assez magique, qui est la transformation d'un jeune élève en jeune professionnel. Et donc cette transformation, ce changement de forme, eh bien on peut dire que l'entretien formatif est peut-être le lieu privilégié pour observer cette transformation. On pourrait presque parler d'ailleurs d'entretien transformatif, d'une certaine manière. Oui, c'est intéressant parce que quand vous parlez de cette observation, de cette transformation, on a cette vision à la fois micro et macro, n'est-ce pas Philippe? Ben oui, c'est vrai que l'entretien, on peut le voir comme quelque chose qui va faire parler de l'expérience qu'on a, qui est un aspect assez macro de son parcours, alors qu'il y a aussi l'entretien formatif au plus près de l'activité, et qui est sur finalement mes apprentissages. Donc il y a un petit peu l'entretien pour ce que je fais et ce qui sert aussi à dire où je vais. Mais ce que vous dites, moi ça me questionne en tant qu'enseignante. Alors je ne suis pas enseignante dans le milieu professionnel, mais j'essaie de me mettre à la place de mes collègues qui nous écoutent. Ça demande quand même des transformations en termes de posture professionnelle, Dominique. Alors, on va peut-être découvrir ensemble que la transformation, elle est déjà en cours. En tout cas, ce qu'on peut dire de l'entretien formatif, c'est que c'est un véritable geste professionnel enseignant. Voilà. Et qu'il nécessite une préparation, qu'il nécessite une organisation, qu'il nécessite une intention pédagogique et qu'il nécessite une trace. Donc c'est effectivement un véritable geste professionnel pour l'enseignant. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on ne rentre plus tout dans le vif du sujet, l'entretien formatif. Et vous me disiez, voilà, cette transformation des gestes professionnels, mais y a-t-il des représentations, des conceptions, des idées qui préexistent déjà, Dominique, sur cet entretien formatif ? Oui, et sans doute avec des a priori sur l'entretien qui voudraient dire que c'est très chronophage. Et les enseignants, on les entend nous dire mais on n'a pas que ça à faire. Quand j'ai une classe de 32 élèves, mais comment je fais? Il y a du temps à prendre. Où est-ce que je prends ce temps? Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis c'est aussi de dire mais c'est un dispositif, c'est nouveau, il est subi. On nous demande de le faire, c'est presque un prescrit. Il est décontextualisé de l'activité de la classe. En tout cas, certains le voient comme ça. Oui, puis il y a aussi un côté, Philippe, où on a l'impression, et ça reprend ce que vous venez de dire, Dominique, hein, ce caractère chronophage, puisqu'on a l'impression qu'il faut faire cet entretien en duel avec un élève. Donc si on a 25, 30 élèves, mais, c'est pas possible. Oui, puis on le voit aussi comme quelque chose qui est évaluatif. Enfin, il servirait à ça. On le retrouve d'ailleurs dans
dans les épreuves d'examen. Et en fait, c'est peut-être pas ça son sens. Son sens, c'est peut-être effectivement d'être sur quelque chose qui apporte à la fois à celui qui parle et celui qui écoute. Et là, je viens de dire qu'il y a deux personnes, et celui qui écoute, ça peut être ceux qui écoutent. Et en fait, au quotidien, on installe probablement des entretiens entre pairs, ou en tout cas, c'est peut-être intéressant de les développer. De réfléchir à ça. Alors, vous parliez justement du côté examen, mais alors Didier, que disent les textes justement sur cet entretien formatif? Et est-ce que finalement, ces textes n'induiraient pas ces représentations, on va dire, un peu bloquantes? Je pense que d'abord, les textes... Autant les textes sont très clairs sur l'adoption de la logique de compétence, sur ses acquisitions, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu des angles morts sur l'entretien formatif en l'occurrence, et peut-être plus généralement sur les méthodes pour y arriver. Donc là, il y a toute une construction qui se fait partout dans le système. Donc il y a un petit peu d'ambiguïté, ce qui fait que quand il y a un peu d'ambiguïté, on se raccroche à certains points qui, eux, sont clés. Philippe l'a dit, la certification, voilà, il y a un entretien à conduire pour la certification, on le fait. Peut-être qu'il y a d'autres angles, par exemple en VAE aussi, il y a des entretiens de VAE, voilà. Donc je pense que les représentations des collègues sur le terrain, c'est de se dire il y a des obligations et des prescriptions qui existent par-ci, par-là. Mais comme les textes ne sont pas allés assez loin sur la modalité même de l'entretien informatif pour le situer, eh bien peut-être que effectivement ça génère ce genre de représentation. Mais alors, y a-t-il pas une autre approche qui nous permettrait finalement de mieux comprendre, de donner du sens à ces entretiens formatifs pour qu'ils aident les élèves à construire des compétences? Mais tout à fait, tout à fait. Et justement, si on reprend ne serait-ce que cette logique de compétences, grosso modo dans l'enseignement professionnel, il y a deux grandes sources d'acquisition pour les élèves. Ils acquièrent des compétences et ils acquièrent de l'expérience. Ce sont deux objets différents dans les modes d'acquisition, mais qui sont essentiels. Les compétences, on ne va pas revenir sur le schéma d'acquisition des compétences, il faudrait voir les autres choses, mais en tout cas, on voit bien que la compétence, elle est basée sur « je fais, je prends conscience que je fais ». Il y a toujours ces deux éléments clés. C'est-à-dire que je ne reste pas à l'activité, il faut que j'ai un temps derrière où je puisse prendre conscience de ce que j'ai fait pour mieux faire après. Et c'est ça qui est essentiel. Et dans le phénomène de prise de conscience, on sait que dans le schéma d'acquisition des compétences, il y a la verbalisation qui vient tout de suite après la réalisation de la situation ou de l'activité. Donc cette notion de verbalisation, elle est vraiment au cœur donc de l'entretien formatif, mais aussi du processus d'acquisition des compétences. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose de différent. On capitalise sur des moments de vie, un ensemble de situations, un parcours, bref, une histoire, une biographie. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On a beaucoup de gens qui ont de l'expérience eue, mais qui ne devient pas expérience faite. Et donner du sens à ce qu'on a vécu, donner du sens à ce qu'on a, à notre histoire, c'est typiquement l'objectif, enfin un des objectifs de l'entretien formatif, de faire réfléchir quelqu'un sur une période passée, sur un bilan, on allait dire ça comme ça, pour lui donner du sens et se dire mais ce que j'ai fait, ça n'a pas été simplement un cumul de situations, d'accumulation, mais il y a du fil rouge qui s'est dégagé de tout ça. Il y a des vrais sens, il y a quelque chose qui se dégage de tout ça. Et ça se fait par de l'entretien formatif et ça développe un muscle, j'allais dire de l'expérience, qu'on appelle le muscle de la réflexivité. Et ce qui est intéressant, c'est pas pour rester sur le passé, c'est qu'à partir du moment où je peux donner du sens à ce qui s'est passé, à mes stages, à mes cours, à toutes les activités que j'ai faites, etc., je peux me projeter sur d'autres choses. Oui, donc finalement, c'est donner du sens à sa biographie professionnelle avec des expériences qui viennent à la fois d'un vécu scolaire, on va dire, d'un vécu en entreprise, mais aussi peut-être de vécu à l'extérieur, d'expériences vécues dans des cadres des associations, d'un club sportif. Tout ça rentre dans une biographie qui devient une biographie professionnelle. Alors je me dis, mais moi je mets ça comment en place? Est-ce qu'il y a différents types d'entretiens de formation formatifs? Est-ce que finalement, quand je suis avec des élèves et que je discute avec eux en classe parce qu'il y a une situation qui se présente, est-ce que je suis dans un entretien formatif, Dominique? Alors,
Ça peut. Alors, il y a l'entretien quand il est formel. Là, dans ce que vous évoquez, on est plus sur quelque chose qui serait informel. Oui, alors le à un formel, instant donné, on parle plutôt du bilanciel, en fait, quand vous parlez du formel. Le formel, ça peut être le bilanciel. Et puis, par rapport à une activité exercée à ce moment-là par les élèves, on peut s'approcher d'un élève. C'est simplement pas juste une discussion. Ça, c'est du vécu des enseignants. Je pense que s'ils nous écoutent, ils voient bien à quoi on réfère. Mais pour qu'ils deviennent formatif, il y a quand même cette idée de structuration, d'intention pédagogique, de traces. Voilà. Donc même un petit entretien comme ça, informel, peut devenir un entretien formatif à la condition que. Voilà. Oui, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ne pas avoir été complètement organisés sur le moment, mais ils sont structurés, organisés, on va dire. En tout cas, s'ils le sont, voilà, on peut en faire des entretiens formatifs qui aident vraiment les apprentissages des élèves, en fait. Voilà. Et donc tout à l'heure, Philippe, donc il y a ces différents types, mais vous parliez aussi du fait que ce n'était pas que duel. Alors, quelle autre modalité peut-on donner à des entretiens formatifs ? Déjà, il y a plusieurs types, puisqu'on a vu qu'il y avait ce qui correspond à ce que je fais. Et effectivement, parler de ce que je fais à d'autres, c'est bien de le faire avec des pairs. Et si on respecte un cadre, on pourra en reparler du cadre installé, tour à tour, on aura des interlocuteurs. Se dire aussi que dans l'entretien, il est formatif parce qu'il sert à celui qui a fait à mettre des mots, à dire ce qu'il fait, mais il sert aux autres aussi à prendre conscience de la manière dont il fait et peut-être eux-mêmes apprennent de l'entretien. Donc il y a cette réciprocité et puis plus il y a de pairs, plus on a de chances de mieux circonscrire un peu la chose et peut-être trouver aussi un terrain d'entente dans les mots qu'on va employer. Et ça permet sans doute de développer des mots. Donc ça c'est sur le côté formatif. Et puis si on a parlé de où je vais, on a dit que ça nous servait à prendre conscience de notre expérience pour se projeter. Eh bien, si je réfléchis à où je vais, c'est bien d'en avoir parlé aussi aux autres, qui peuvent de temps en temps nous rappeler sur quel chemin on est. On parlait du fil rouge, nous rappeler à l'apprenant que on subit tous des problèmes d'émotion à ce moment qui nous font perdre un petit peu nos repères. Eh bien, au moins les autres peuvent aussi dire, mais ce que tu fais là, ça va bien servir ton projet. Donc il faut avoir confiance dans l'instauration de ces dialogues. Et puis dans le monde professionnel, ça se développe de plus en plus. Donc quand on fait ça, on les prépare aussi professionnellement, puisque les collectifs de travail débriefent énormément maintenant de tout ce qui est fait. On en reparlera parce qu'on arrive effectivement à garder des traces de son activité, y compris dans le milieu professionnel. Et là, je vais juste faire un pas de côté. En plus, ce qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez sur ces entretiens formatifs qui ne sont pas que duels, mais qui sont aussi des échanges entre pairs. On est effectivement dans le socio-constructivisme et tout ce qui va être en fait conflit socio-cognitif, mais on est aussi dans quelque chose de l'ordre de la différenciation. C'est-à-dire qu'à la fois des jeunes très à l'aise vont pouvoir expliciter davantage pour que les autres comprennent, et ça va être une forme, on dirait, de modélisation pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise et ceux qui vont peut-être devoir mettre les bons mots, comme vous disiez Philippe, eh ben, ça va les aider, les encourager à les trouver de plus en plus. Oui, tout à fait. Et puis cette idée du collectif, ça dit aussi, on a dit que ça s'organisait. Il faut sans doute effectivement s'entraîner à le faire. Oui. Bien évidemment. Et apprendre aux élèves à faire cela. Entretenir nos formes d'entretien. Ouais. Donc en fait, moi par rapport à ce que vous dites, je suis en train de voir des enjeux qui se dessinent et des enjeux assez forts. Didier, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, quels sont les grands enjeux déjà qui se dégagent de cet entretien formatif ? Pourquoi en faire ? Alors d'abord, par rapport à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure sur les textes, ce dont parlent les textes en permanence, c'est quand même les parcours. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas si on a tout dit. L'intérêt quand même, c'est qu'un jeune devienne acteur de son parcours. Ça, on l'entend aussi, ça a été écrit. Et puis finalement, depuis qu'on parle, le parcours est très présent. On n'arrête pas d'en parler. Voilà. Et donc ça rejoint quand même l'idée de l'expérience. Je vais pouvoir effectivement être acteur de mon parcours quand j'aurai donné du sens à une expérience. C'est ça, je crois, le nerf de la guerre. Et j'aurai la chance de donner du sens à mon parcours si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un
un professeur, des pairs, un autre acteur de la cité éducative, un maître d'apprentissage, un maître de stage. Bref, si je peux rencontrer quelqu'un à qui je peux parler de ce parcours, de mon histoire. Donc le moment de l'entretien formatif sur le parcours et sur l'expérience est un déterminant effectivement de la logique de parcours. Le deuxième point, et là qui est aussi une caractéristique de l'enseignement professionnel, et j'ai dit même de la formation professionnelle, débarrassons le terme de sa connotation statutaire, c'est l'alternance. Au sens cognitif du terme, l'alternance, c'est exposer un jeune à des tensions parce qu'il va apprendre des choses, on va dire, un peu plus théoriques et il va être confronté au réel. Et ça va créer des tensions. Il va avoir un référentiel, par exemple, où on a un métier qui est décrit dans un référentiel, mais l'exercice qu'il va avoir en stage et autres va lui montrer peut-être des différences, des tensions, etc. Donc il y aura des tensions, il y a des dissonances qui vont apparaître. Et ça, c'est porteur d'apprendissage. Et ça, c'est le principe de l'alternance, à condition qu'on puisse en parler. C'est ça, donc la question qui est verbalisation. Verbaliser. À condition qu'elle soit verbalisée. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que l'entretien formatif fait partie du cœur même de l'alternance vue du point de vue cognitif. Et est-ce qu'il n'y a que ça parce que je vois que dans l'entretien formatif, pour moi, il y a aussi des enjeux en termes d'évaluation. Alors Dominique, qu'est-ce que vous pensez finalement de ce rapport entre cet entretien formatif et l'évaluation objectivée, précisément? Alors l'évaluation objectivée, telle qu'elle peut être décrite parfois dans les référentiels, par exemple pour le contrôle en cours de formation, ça peut être de vivre l'expérience et de la traduire au moment de la certification comme un développement par l'intermédiaire des blocs de compétences qu'on certifie. Sur un des diplômes que je pilote, par exemple, on a vraiment une épreuve de pratique professionnelle et j'invite les enseignants à vivre ça comme comme une VAE scolaire, entre guillemets, puisqu'elle prend appui sur l'expérience des situations, qu'on ramène, qu'on réorganise sur les blocs de compétences qu'on certifie et quelque part, naturellement, la pratique professionnelle, elle prend en compte cette expérience acquise sur, en bac pro, 22 semaines en entreprise et puis sur 3 années d'expérience, quoi. Donc on voit bien que c'est aussi pour les enseignants, par rapport à ce que vous venez de dire, un cheminement vers une nouvelle démarche pédagogique. Donc du coup, moi, très simplement, concrètement, comment je mets en place cet entretien formatif? Quel est le premier jalon à poser, Philippe, de cet entretien formatif? Ce qu'on vient de dire, hein, si on parle de l'évaluation, il y a un moment, il faut essayer de donner la vraie valeur. Et quand j'ai dit le mot vrai, en fait, c'est d'essayer de parler de la réalité la plus nue. C'est pas toujours simple de parler des situations ou de ce que l'on a fait de manière la plus sincère. Alors on peut penser être sincère, mais en fait, il faut peut-être se servir d'artifices pour être d'accord, être en accord, on va dire, pour tous ceux qui vont participer à l'entretien sur ce dont on parle, sur la réalité qui va être exposée. Oui, donc, c'est un grand vecteur. En fait, ce que vous dites, c'est aussi cette situation nue, vraie. En fait, c'est un vecteur de confiance. Absolument. Ce qui demande aussi un respect de la part de l'enseignant, de ce que va dire l'élève. Oui, et des élèves, de ce que disent les autres élèves. Chacun peut avoir sa conception, et ce qui est intéressant, c'est que justement, par des regards croisés, on cerne sans doute un petit peu mieux la situation pour en débattre. Donc c'est vrai qu'il faut absolument instaurer ce climat de confiance entre les personnes pour que ça puisse s'exercer dans toute bienveillance. Et quels sont les autres cadres que l'on doit mettre en place, Didier, pour mettre en place ces entretiens formatifs? Alors, ce qu'on pourrait dire, les ingrédients d'un entretien formatif. Donc on a déjà dit la confiance. Oui. Alors, ce que ça pourrait être, il me semble, hein, c'est d'abord qu'on ait, mais Philippe l'a dit, d'abord une base objective. Est-ce qu'on part de situation? Est-ce qu'on part d'une activité? Est-ce qu'on parle d'un temps donné, de biographie et autres? Donc il y a une base qui est là, qui est observable, qui est réelle, qui est là. Donc il faut déjà partir de ça. Deuxième chose, je pense qu'il faut se donner un focus. Il faut se donner un objectif. Quelque chose à observer, quelque chose à travailler. Est-ce que je travaille
telle compétence? Est-ce que je travaille telle procédure qui a été mise en place? Est-ce que je travaille tel moment du parcours, etc. Donc il y a quand même un objectif derrière, ça peut être aussi un bloc de compétences, mais il y a un focus sur quelque chose. C'est pas trop vaste, c'est pas une vie à découvrir, etc. Et la troisième chose, c'est effectivement, vous l'avez dit, le cadre à installer, un cadre propice à l'entretien. Est-ce que j'ai les conditions, j'allais dire très physiques, géographique pour mener un entretien? Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce qu'on va s'écouter? Est-ce qu'on va être bien? Est-ce que la gestion émotionnelle va être correcte par rapport à cela? Est-ce qu'on est vraiment en attitude d'écoute et de parole? Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et puis, autre élément qui est fondamental, c'est quel questionnement je mets en place. Oui, et là, finalement, on se pose la question de quoi s'inspire finalement, Dominique, l'entretien formatif? Entretien formatif, comme il vise à faire expliciter la personne sur ce qu'elle a fait, elle a vraiment une inspiration à prendre au niveau de l'entretien, vraiment l'entretien d'explicitation de Vermersch, dans la mesure où effectivement on définit un objet dont il va être question, mais que souvent, donc soit on est directement focus, mais quand on fait revenir quelqu'un sur une activité réalisée, c'est difficile d'être tout de suite focus. Donc souvent, on vient comme ça à ce que Vermersch appelle les éléments satellites de l'action, et ensuite on plonge, on est plus précis. Et à travers cette démarche d'entretien, de questionnement, donc c'est là où on parlait tout à l'heure de structure, on fait prendre conscience à l'élève de ce qu'il a fait véritablement. Et du coup, c'est là où on dit que la personne qui est interrogée s'auto-informe. Avant même d'informer l'autre, elle est en train de s'auto-informer en même temps qu'elle répond finalement à ce questionnement. Par rapport à ce que vous dites, on voit que ça demande vraiment un changement de posture de la part de l'enseignant. On n'est pas dans une posture, on va dire, habituelle ou ordinaire ou qui correspond aux représentations. Alors, comment, en fait, on peut faire évoluer ces postures et comment aider les enseignants à y arriver, Didier? La posture, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a entendu ici, la posture, on parle d'assister à la transformation de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Et on voit bien que là, l'entretien formatif fait partie d'une posture d'accompagnement formatif, qui est de cheminer à côté de quelqu'un, sans faire à sa place, sans dire à sa place, sans écrire à sa place, mais de l'emmener effectivement par ces questions satellites, par cet entourage, par cet accompagnement, vers une réflexion sur lui-même, sur ce qu'il va faire, etc. Donc la posture de l'ami critique, qui est la posture de l'accompagnement, ça me semble être une posture extrêmement importante, avec la relation de confiance dont parlait Philippe tout à l'heure, parce que ça suppose effectivement une relation de confiance. Et cette posture d'accompagnement, elle n'est pas réservée à tel ou tel enseignant. Encore une fois, les pairs peuvent s'accompagner entre eux. Les élèves, d'ailleurs, ils le font, sans même nous en parler, mais ils s'accompagnent beaucoup entre eux, et on peut leur faire prendre conscience aussi de ce qu'il faudrait pour nourrir leur accompagnement de pair à pair, voilà, d'ami à ami, etc. Donc ça, c'est la posture d'accompagnement me semble être le point un peu d'inflexion à avoir sur la posture. Finalement, emmener quelqu'un sur un chemin qu'il ne connaît pas et qu'on ne connaît pas soi-même, et sans avoir un but précis à la fin. Et Philippe, vous qui êtes inspecteur, qu'est-ce que vous faites finalement pour accompagner les enseignants dont vous avez la responsabilité vers cette posture d'accompagnateur, d'amis critique? Alors peut-être qu'en formation d'enseignants, il est peut-être aussi utile de les placer eux-mêmes dans cette situation d'entretien. Donc ça, on pratique ça dans notre métier, mais aussi de finalement, tout en mettant en place, par exemple, le fait de revenir sur la réalité, ce qu'on a dit tout à l'heure, filmer des situations d'élèves, eh bien, c'est peut-être intéressant aussi de se filmer en situation, et même se filmer en situation d'entretien. Donc il est vraiment utile que chacun là s'exerce, et ça ne s'improvise pas, on est d'accord. Donc il faut s'entraîner à cette dimension. Et puis ce que l'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est très humain ce qu'on dit là, c'est-à-dire qu'on va être sur aussi quelque chose qui nous émeut. Donc il y a des émotions qui arrivent dans les entretiens. Il faut laisser la place à ces émotions aussi, elles sont importantes. Et s'exercer à parfois prendre du recul pour revenir sur un sujet. Et puis je pense, est-ce que finalement aussi dans cette formation des enseignants, il n'y a-t-il pas aussi
une façon de voir les choses collectivement, parce qu'on disait tout à l'heure que les enseignants se disaient mais comment je vais faire? Je vais être seul, moi je suis enseignant d'une discipline technique, comment je vais pouvoir faire pour faire mon programme, pour former les élèves? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour que justement ils apprennent à travailler autrement, Dominique? Alors, ce qu'on voit notamment chez les jeunes enseignants qui passent par les INSPE, c'est que c'est vraiment quelque chose, ce geste professionnel, de se regarder, de se filmer, qu'ils apprennent en fait aujourd'hui. Et on mesure que des jeunes enseignants se filment volontiers et partagent au départ entre pairs, que par contre des enseignants qui sont là depuis plus longtemps, qui n'ont pas été rodés dans cette pratique, sont peut-être moins à l'aise, mais ça s'apprend en tout cas. Après, sur la dimension collective, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a quand même des pratiques collectivement qui peuvent dépasser les enseignants, les seuls enseignants dans un établissement. Et je voudrais illustrer avec une chef d'établissement que j'ai rencontrée dernièrement et en parlant tout à fait de manière pour le coup informelle, elle me dit avoir mis en place des entretiens donc formatifs avec les élèves à l'issue des conseils de classe. Elle reçoit chacun des élèves de classe d'entrants et de première, avec soit le professeur principal, soit la CPE, pour entendre l'élève parler lui-même sur son bulletin de ses difficultés qu'il peut exprimer, parfois avec émotion. Et elle, derrière, ce qu'elle en fait, c'est d'abord elle a de l'information, donc il y a vraiment le climat de confiance. Et derrière, elle redistribue ses moyens sur des dispositifs d'accompagnement personnalisé, voire des AESH, qu'elle redistribue pendant que les élèves sont en entreprise. Elle peut étayer certains élèves momentanément en termes de moyens d'accompagnement et d'étayage. Et je trouve ça assez incroyable de voir que voilà, ces entretiens formatifs, ils peuvent travailler collectivement et dépasser le cadre de la classe. Oui, donc on voit en termes de formation plusieurs axes. Déjà un premier axe qui est apprendre à mener cet entretien formatif, apprendre aux élèves aussi à être actifs et à pouvoir mener, à questionner dans ces entretiens. C'est aussi une capacité à apprendre soi-même, à regarder sa pratique, à y réfléchir. Et puis aussi, quelque part, une formation autour de l'établissement. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas juste une formation d'un individu, mais c'est vraiment la formation, tout à l'heure, un de vous le disait, je crois que c'était Didier ou Dominique, je ne me souviens plus, d'une communauté professionnelle, Didier. Oui, et je pense que derrière, dès qu'on parle de communauté professionnelle, c'est un ensemble de pratiques qu'on peut retrouver chez ses collègues. Il y a la notion de genre professionnel. Et faire rentrer l'entretien formatif dans le genre enseignant, c'est quelque chose qui est important. Après, la manière de le décliner selon les uns les autres, selon les disciplines, c'est ce qu'on appelle aussi les styles professionnels, la manière qu'on peut avoir de s'échapper un peu du genre professionnel. Mais je crois qu'effectivement, c'est ça qui est ouvert à tout le monde, dès qu'on veut travailler de l'entretien formatif. Et je pense que ce qui change aussi, c'est effectivement cette relation, finalement, à la fois non seulement à l'élève, mais la relation aux autres, qui est fondamentale au sein d'une communauté éducative. Oui, puis vous le disiez aussi, Philippe, il y a vraiment quelque chose en termes d'ouverture, mais aussi un changement de posture des formateurs aussi vis-à-vis des enseignants. Oui, parce que on l'a peut-être pas dit là encore, mais c'est vrai que le numérique aussi nous accompagne énormément dans tout ça. Et pour instaurer tous ces possibles débats ou échanges, eh bien, on a besoin de retrouver des traces, aussi bien des traces de l'action, parce qu'on est en train de regarder ce que je fais, que des traces du parcours. Et donc jalonner ce parcours de traces pour revenir sur ces situations, pour aussi permettre aux jeunes de s'auto-évaluer dans tout ça. Oui, et puis d'avoir des traces, le numérique permet d'avoir des traces utiles, et donc d'où l'importance que les enseignants se forment à la compréhension de l'utilité de ces traces, de ces outils. C'est pas juste savoir que ces outils existent, et connaître leur fonctionnalité, mais bien comprendre ce que ces outils numériques vont apporter dans une pratique pédagogique. Oui, où on se situe, et ça entretient le cadre de confiance dont on parlait, puisqu'effectivement, ces traces, on peut y revenir. Il y a parfois l'idée qu'on s'en était faite,
Et là, on va revenir à quelque chose de plus raisonnable, partagé à plusieurs et donc crédible. Alors, on arrive à l'issue de cette émission. Pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire pour finir de me convaincre de mettre en place des entretiens formatifs de façon intégrée à ma pratique de classe, Dominique? J'espère, à travers nos témoignages et notre réflexion commune, qu'on a pu démontrer que l'entretien formatif sert les apprentissages de l'élève et des élèves. Du coup, je pense que c'est un vrai levier pour les enseignants d'installer aussi et de se mettre ensemble à réfléchir sur les apprentissages des élèves en partageant cette approche des entretiens formatifs, en se disant qu'un enseignant d'une discipline quelconque peut très bien prendre une production réalisée par l'élève dans le domaine professionnel et aller interroger lui-même ce qui l'intéresse dans son enseignement sur la base d'une activité réalisée. Et c'est vraiment une posture d'accompagnement à développer avec les élèves, peut-être sortir de l'idée de corriger, qu'il y a quelqu'un que l'enseignant est sachant, et vraiment d'accompagner le développement des compétences de l'élève et cette transformation du jeune, des jeunes qui a été évoqué tout à l'heure au début. C'est par ces entretiens que vraiment on va partager dans une culture commune de l'entretien formatif qu'on peut contribuer individuellement et collectivement à cette transformation de nos jeunes en lycée professionnel. Je trouve que c'est extrêmement motivant en tant qu'enseignant de sortir d'un rôle, on va dire, avec une vision traditionnelle et vraiment d'avoir un véritable impact sur la construction d'un jeune professionnel, mais d'un jeune citoyen aussi, tout court en fait. Je vous remercie tous les trois pour cet entretien. On va avoir un petit temps de questions avant de terminer. On a quelques questions qui ont été posées par les personnes qui nous écoutent. Alors déjà, une première question, quel temps consacrer aux entretiens formatifs, Didier ? Comment on peut évaluer, parce que ça rentre dans cette idée du chronophage? Ça rentre dans l'idée du chronophage, ça rentre dans l'idée aussi du focus. Qu'est-ce que je veux travailler dans l'entretien formatif? Est-ce que je suis sur la compétence, voire un petit bout de la compétence, sur quelque chose d'extrêmement précis? Auquel cas, même un quart d'heure d'entretien avec un jeune sur quelque chose de très très focus, très ciblé, ça peut suffire en tant que tel. Est-ce que je veux travailler sur quelque chose de plus vaste, compétences plus complexes, plus globales? Est-ce que je veux travailler sur des bouts d'expérience beaucoup plus denses, etc. Auquel cas, on peut aller quand même sur des entretiens formatifs de 20 minutes qui peuvent exagérer. Moi, je pense aussi de manière personnelle, c'est qu'il y a des entretiens au-delà d'une heure ne servent plus trop, parce que là, on est sur autre chose. Et donc, il faut faire attention de ne pas être trop long, paradoxalement, sur les entretiens formatifs, mais par contre, les multiplier, peut-être. Parce que l'idée, c'est, on l'a dit, ça sert à prendre conscience. Ça veut dire qu'on pense souvent que le faire est plus important. On l'a dit là tout le long. Il y a les deux, le faire et prendre conscience de ce que l'on fait. Donc il n'y a pas de temps de perdu à faire des entretiens. Par contre, on a dit qu'il y avait un aspect micro. Effectivement, dans l'acte, il faut que ça dure peu, qu'on prenne conscience des petits pas qu'on fait chaque jour. Donc au quotidien, pourquoi pas. Il faut les organiser. Par contre, si je veux me replacer dans où je vais, là on comprend bien qu'ils seront espacés. Ils seront peut-être un petit peu plus longs, surtout espacés dans le temps. Puis, là, en vous écoutant, je me dis, dans ces entretiens formatifs, est-ce qu'on est uniquement obligé d'être en présence des élèves? Alors, il peut y avoir, vous disiez, des élèves entre eux, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi passer par une phase pour le jeune d'écriture avant cet entretien formatif? Oui. C'est peut-être au quotidien, dans ce que l'on pratique, demander à l'élève effectivement de garder des traces là, par écrit, à l'oral, et peut-être combiner les deux pour réécrire, pour dire au mieux sa pensée. Il n'y a effectivement pas besoin que ce soit synchrone et que ça prenne toute l'attention de quelqu'un. Et ce quelqu'un, encore une fois, il y a de nombreuses possibilités, d'autant qu'actuellement, dans la transformation de la voie professionnelle, on a des dispositifs, la co-intervention, le chef-d'œuvre, qui aussi sont des prétextes peut-être pour consacrer un peu plus de temps aux entretiens.
Alors, et est-ce que, je suis en train de lire les questions en même temps, c'est finalement, Dominique, vous nous avez parlé des entretiens d'explicitation qui peuvent être une source d'inspiration. Qu'est-ce que vous conseillerez aux collègues qui nous écoutent pour se former? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà, très concrètement, pour se former à cet entretien formatif? Alors, il y a de l'information en ligne sur le questionnement d'explicitation inspiré de Vermersch. On a développé un outil, Canopé a développé un outil avec CPRO qui peut être nourri sur le questionnement d'explicitation. Et puis aussi avoir conscience qu'il y a déjà des choses qui se font. Que les collègues ont déjà de la matière, ils ont déjà de l'expérience. C'est peut-être à eux de voir sur la base de tout ce qu'on a dit ce qu'il manque peut-être en termes de structuration ou de traces de ces entretiens-là pour que ça devienne vraiment des entretiens formatifs. Sur les temps un peu plus longs, il est d'usage chez beaucoup d'enseignants, par exemple au retour des PFMP, de banaliser du temps. Pour que les élèves fassent une présentation de ce qu'ils ont réalisé en entreprise, par exemple. Il suffit peut-être aussi d'ajouter cette confrontation à ce qu'ils avaient vu en établissement de formation. Je ne suis pas certaine qu'on leur demande souvent ce qu'ils ont vu de différent par rapport à ce qui avait été vu avant. En classe, ce qu'ils ont vu dans un autre lieu de stage. Et qu'est-ce qui les a heurtés, qu'est-ce qui les a étonnés. Donc par rapport à ce qui existe déjà, il suffit d'avoir une démarche un petit peu plus orientée vers ça. Et puis on peut demander localement des formations à l'explicitation. En tout cas, voilà, ça existe. Il suffit de se documenter techniquement là-dessus. Alors, on a une question assez précise et pratique de Florent qui nous écoute. C'est est-ce qu'on peut faire de l'entretien formatif en cours ou est-ce que c'est plutôt en dehors des temps de classe qu'on peut le faire? Ça, c'est effectivement une question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut faire ça? On a les cours à faire, le programme. Est-ce que c'est l'endroit ou est-ce que non, il faut organiser ça différemment, Didier? Moi, je pense que sous la condition de l'installation d'un climat de confiance dans la classe, c'est-à-dire du groupe qui est là, un court échange entre un enseignant et un élève, à voix haute, un questionnement qui peut se faire là-dessus, ça prend à la fois avec un focus, avec bien sûr tout ce qu'on s'est dit derrière, sur une base objective, ainsi de suite, à la fois ça fait entretien formatif entre ces deux acteurs-là, mais effectivement, ceux qui l'écoutent prennent de l'apprentissage dessus, apprennent des choses de cet entretien formatif. Et à écouter des entretiens formatifs, si par exemple des enseignants s'enregistrent avec un élève et autres, à l'écouter et à le partager ensuite, que les élèves le partagent avec d'autres, eh bien ça crée aussi de l'entretien formatif de second rang, mais il y a quelque chose de cumulatif derrière. On rentre dans ce que vous dites, Didier, vraiment dans l'évolution des pratiques de classe, c'est-à-dire qu'on voit le cours un peu différemment et effectivement, soit ça peut être aussi, comme vous disiez Philippe, des échanges entre élèves organisés au sein de la classe, peut-être dans des temps différenciés, comme si c'était une classe avec plusieurs niveaux, mais on peut aussi organiser l'écoute des autres élèves pour les rendre actifs et que ça soit aussi un apprentissage qu'ils puissent avoir. Il y a par exemple les tutos qui se pratiquent, où finalement, d'entre pairs, quelqu'un va présenter sa pratique, son acte, et puis quelqu'un va l'interroger dans le tuto pour que ça puisse servir à d'autres. Cette idée de transmission aussi de ce que l'on fait, ce qui est une forme d'entretien formatif, bien évidemment. Et là, on a une question aussi, parce que on va parler de devoir se livrer, se dévoiler. Pour le jeune, se livrer, se dévoiler à ses pairs, aussi à un enseignant, c'est pas toujours simple. Puis c'est des fois des jeunes qui ont eu des parcours scolaires parfois chaotiques, où ils ont pu avoir des souffrances. Et Anna nous demandait, mais quelle est la place des émotions, justement, dans ces entretiens formatifs, Dominique ? La place des émotions, alors c'est peut-être pour des élèves qui peuvent avoir été en difficulté, dans un premier temps, pour y aller progressivement vers ces entretiens, pour instaurer ce climat de confiance. C'est peut-être au départ laisser l'élève choisir ce sur quoi il veut parler, il veut qu'on l'interroge. Peut-être qu'il va d'abord amener quelque chose qu'il sait faire, qu'il maîtrise. Voilà, sur des réussites. Même si derrière, il apprendra sans doute beaucoup plus de ce qu'il ne maîtrise pas, n'empêche,
c'est quelque chose de progressif. On y va et on met en confiance. Il y a un climat de confiance et sentir que je ne vais pas être jugé, que c'est là. Donc voilà. Et l'enseignant peut lui-même aussi s'essayer à ce questionnement sur des choses où il sait qu'il ne va pas mettre l'élève en difficulté d'un point de vue émotionnel aussi. Oui, Voilà. puis on peut imaginer dans ces changements de posture, bon, effectivement, le fait de parler de ses réussites, parce que c'est pas habituel, nous en France, de parler de nos réussites, mais peut-être aussi être en capacité en tant qu'enseignant de parler de son parcours professionnel et de dire, Philippe, ce qu'on a pu vivre, les difficultés qu'on a pu avoir, est-ce que ça peut être une piste aussi pour gérer ses émotions auprès des élèves? Bien sûr, hein, c'est de parler de ses propres... dans toute situation, hein, quand on veut cette confiance, il faut montrer que soi-même, on n'est pas un ennemi, quoi. Et donc on est, comme tout le monde, faillible. Et donc sans doute que l'enseignant doit effectivement pouvoir parler de son parcours, ses propres difficultés et ce qui lui a peut-être servi. Et très souvent, d'ailleurs, quand on évoque nos parcours, il y a toujours eu quelqu'un, à un moment, qui nous a posé des questions pour faire apparaître notre propre fil rouge, là, hein. Donc, oui, il ne faut pas avoir peur de ça. Une notion de bienveillance derrière. C'est ça, la bienveillance, et puis accepter que nos vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, mais au contraire des forces. Absolument. Et que finalement, accueillir la vulnérabilité de chacun permet de construire tous ensemble les choses. Oui, Didier. Oui, non, c'est juste... moi, je pense qu'il faut quand même s'éloigner un petit peu de cette notion à la fois d'échec, mais presque aussi de réussite. C'est une expérience. Ce que j'aime bien, voilà, on objective par des traces d'activité qui sont là, qui ont été retournées, tracées, etc. On peut partir de ça. Et puis, dans l'analyse des compétences et autres, on aime bien l'idée de tâtonnement. Et je trouve que l'idée de tâtonnement, d'hésitation, de choses, c'est quelque chose de plus fin et sans doute moins chargé émotionnellement que j'ai échoué ou j'ai réussi. J'ai vécu quelque chose. Ou j'ai vécu quelque chose. Donc, je me suis posé des questions, j'ai tâtonné, je suis revenu en arrière, etc. Mes hésitations, c'est presque ça qu'il faut partager, entre pairs et y compris avec un professeur. Où sont tes hésitations ? Comment tu t'es débrouillé, comme dit Mayen, d'une situation ? Comment tu t'es débrouillé de ça ? Et là, on est dans un vrai changement de paradigme, en fait. Ben oui. Il y a Siem qui repose la question, si on pouvait préciser, ça sera notre dernière question, la différence entre entretien formel et informel. Dominique, peut-être pour vous, cette dernière question ? L'entretien formel, ça veut dire qu'il est déjà clair pour chacun des deux, entre l'élève et puis l'enseignant, si c'est l'enseignant qui vient. Il a un temps formalisé, donc il est prévu, il est annoncé. L'informel, c'est quelque chose qui peut se vivre au long cours dans la classe et qui, pour autant, c'est pas quelque chose qui est une impulsion donnée à un moment donné. Ça peut être une situation problème ou quelque chose, voilà, où on veut aller voir de près cet élève-là sur quelque chose. Donc ça, c'est informel, c'est pas annoncé. Par contre, on peut l'installer comme une routine dans la classe. Et dès lors que l'enseignant qui s'approche d'un élève de manière informelle a quand même une intention, lui, précise de ce qu'il va voir et qu'il a un questionnement qui est quand même structuré et une finalité attendue de clarification ou de prise d'information, ça devient un entretien formatif. Merci beaucoup encore une nouvelle fois à tous les trois pour ce temps. Merci aussi à nos auditeurs. Vous pouvez réécouter ce direct sur la chaîne YouTube de Réseau Canopé. Et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.